Elle était encore presque une enfant, quand on l'a forcée à se déshabiller entièrement à la frontière. Pas une image, pas une métaphore, littéralement. Dans un petit pavillon sur la rivière qui séparait l'Autriche de la France, la jeune archiduchesse Maria Antonia de Habsbourg a dû retirer chaque vêtement, chaque bijou, chaque trace de son ancienne vie. Rien, absolument rien, d'Autrichiens n'était autorisé à entrer en France avec elle. Ses dames de compagnie, ses serviteurs, son chien, ses robes, même les lettres de sa mère, tout est resté derrière. On lui donne alors des vêtements français. On lui donne un nouveau nom, Marie-Antoinette. Et on l'envoie, seule, dans un pays dont elle maîtrise à peine la langue, pour épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Un palais l'attend, Versailles, le lieu qui deviendra la prison la plus luxueuse de l'histoire. Tout ce que vous pensez savoir sur Marie-Antoinette est soit faux, soit incomplet, soit déformé par 2 siècles de mythes. La reine dépensière qui a ruiné la France, en partie faux. La fameuse phrase « qu'il mange de la brioche », elle ne l'a presque certainement jamais prononcée. Et elle existait déjà avant son arrivée en France. La femme frivole décrite dans les pamphlets révolutionnaires, un personnage fabriqué de toutes pièces pour la détruire. La véritable Marie-Antoinette était bien plus complexe, plus humaine et infiniment plus tragique. Et sa vie à Versailles était bien plus dure que ne peuvent le laisser croire la soie et les diamants. Commençons par le matin. On sait déjà à quoi ressemblait le réveil du roi. Mais celui de la reine était une épreuve. Marie-Antoinette, d'abord dauphine, puis reine, devait se plier au lever, un rituel public où elle était habillée devant toute la cour. Mais contrairement au roi, pour qui c'était un jeu de pouvoir maîtrisé, pour elle, c'était une humiliation déguisée en cérémonie. Chaque geste était codifié. Chaque vêtement devait être remis selon une hiérarchie stricte. Si une noble de rang supérieur entrait dans la pièce, le vêtement devait être immédiatement transmis. Et la reine attendait, à moitié nue, dans le froid. Un jour, elle resta debout, les bras tendus, attendant sa chemise, pendant que 3 femmes de rang croissant se la passaient successivement. Elle tremblait. La scène était absurde, presque irréelle. Elle en riait parfois. Parfois, elle en pleurait. Elle appelait cela une terrible nuisance. C'était la version polie, car Marie-Antoinette n'avait aucune intimité. Pas au sens figuré, au sens strict. Elle mangeait en public, recevait des visiteurs, jusque dans son lit, et accouchait devant des foules. Lors de la naissance de son premier enfant, en 1778, la pièce était tellement remplie que plusieurs personnes se sont évanouies. On a dû ouvrir les fenêtres en urgence pour éviter que la reine elle-même perde connaissance. L'idée même qu'un accouchement puisse être un moment privé ne faisait tout simplement pas partie de sa réalité. Son mariage fut un autre calvaire. Louis XVI, timide, réservé, plus passionné par la serrurerie et la chasse que par la vie de cour, ne consomma pas leur union pendant 7 ans. 7 ans. Au-delà de l'humiliation personnelle, c'était un désastre politique. Sans héritier, le mariage pouvait être annulé. Et une reine sans enfant était une reine en sursis. La cour murmurait, calculait, observait. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, envoyait des lettres de plus en plus pressantes, parfois d'une franchise presque dérangeante encore aujourd'hui. Très vite, la situation devint publique. Des pamphlets circulaient décrivant le roi comme impuissant et la reine comme infidèle. Des accusations largement fausses,
mais qui allait en coller à sa peau pour toujours. Et quand elle se lia d'amitié avec le comte suédois Axel von Fersen, peut-être une histoire d'amour, peut-être non. Les historiens débattent d'Oran. Bête encore. Cela suffit à nourrir les rumeurs. À la veille de la Révolution, l'image que le peuple avait d'elle était claire. Une étrangère débauchée, dépensant l'argent du royaume pendant que le peuple mourait de faim. Presque rien n'était vrai. Mais tout était fatal. Oui, elle dépensait beaucoup. Ses robes, créées par Rose Bertin, étaient innombrables. Ses coiffures extravagantes faisaient le tour de l'Europe. Elle jouait et perdait des sommes considérables, mais à l'échelle des finances du royaume, c'était insignifiant. La France n'a pas été ruinée par Marie-Antoinette. Elle l'a été par la guerre de 7 ans, par le soutien coûteux à la Révolution américaine, par un système fiscal injuste et par des récoltes désastreuses. Mais elle était visible, elle était étrangère, elle était une femme, et elle portait des diamants. Et en temps de crise, il faut un visage à blâmer. Le sien était parfait. Versailles, pour elle, était une cage dorée. Alors, elle s'en échappe. Elle se crée un refuge, le petit Trianon. Puis un village artificiel, le hameau de la Reine. Un décor de campagne, des animaux, une illusion de vie simple. Certains y voient du mépris. Jouer à être paysanne pendant que les vrais paysans souffrent. Mais il y avait autre chose. Le besoin désespéré d'une vie normale. Marcher seul, respirer, exister sans être observée. Elle ne fuyait pas la réalité. Elle cherchait simplement à la ressentir. Puis tout s'effondre. Son fils meurt en 1789, alors que la Révolution commence. Elle veille son enfant mourant, pendant que le monde autour d'elle s'écroule. Et même le deuil ne lui appartient pas. En octobre 1789, la foule marche sur Versailles. Des milliers de femmes, affamées, en colère. La nuit du 5 octobre, des hommes envahissent le palais. Ils atteignent ses appartements. Elle s'échappe de justesse par un passage secret. Quelques secondes plus tard, son lit est transpercé de coups. Elle court, pieds nus, en chemise de nuit, dans des couloirs qu'elle parcourait autrefois en soie. Le lendemain, la famille royale est emmenée à Paris, sous les cris et les têtes coupées brandies au bout de pique. Elle ne reverra jamais Versailles. Elle a 33 ans. La suite est une chute lente et implacable. Tentative de fuite, échec, perte du soutien du peuple, exécution du roi en 1793. Puis, on lui arrache son fils. Elle dira que c'est le moment le plus douloureux de sa vie. Elle ne le reverra jamais. Son procès est une mascarade. 2 jours. Verdict déjà décidé. Les accusations sont monstrueuses, fabriquées pour détruire toute compassion. À un moment, elle se tourne vers les femmes présentes et dit « La nature elle-même se révolte contre une telle accusation portée contre une mère. » La salle se tait, mais cela ne changera rien. Le 16 octobre 1793, elle est conduite à l'échafaud. Elle a 37 ans. Cheveux coupés, robe blanche simple. En montant, elle marche accidentellement sur le pied du bourreau. Elle s'excuse. « Pardonnez-moi, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. » Ce seront ses derniers mots. Elle était arrivée en France jeune, nue, dépouillée de tout. Elle en repart à 37 ans, dans une charrette, sous les cris d'une foule. Entre les deux, des diamants, des illusions, des mensonges,
et une vie entière passée, sans jamais avoir le droit d'être simplement humaine. Voilà la véritable histoire de Marie-Antoinette. Pas la légende, pas la caricature, la vérité. Et elle est bien plus brutale que tout ce que l'on raconte.